Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler colorimétrie et plus précisément d'un plugin externe que je suis amené à utiliser pour faire du film print emulation. Donc pour émuler ces films qui étaient faits sur des pellicules à l'époque ou même encore aujourd'hui. Je vous parle bien de Denser. Denser, du coup ça va être ce plugin externe que je vais rajouter à la fin de mes nœuds quand je fais ma colorimétrie. Qu'importe l'espace colorimétrique, vous aurez le choix et on va y venir très rapidement. Dans un premier temps, Denser, vous pouvez le retrouver directement sur internet, c'est valable sur Windows et sur Mac. On va aller directement sur leur site internet, voilà, et le site se présente ainsi. Vous pouvez télécharger Denser directement depuis leur site internet et vous avez, comme ici c'est indiqué, vous avez des profils de caméra qui sont dedans, vous avez le Cineon Filmlog qui est supporté par Denser, vous avez 63 profils de films avec des prints, avec des options de print, on va le voir plus tard dans la vidéo. Vous avez le film compression, vous avez du coup les fameux Kodak 2383 et Fujifilm 3513 en print. Vous avez du grain, vous avez du bloom, ça revient un peu à du glow mais un petit peu plus concentré. Vous avez du halation, vous avez pas mal de choses qui sont présentes dans ce logiciel. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ça va vous donner pas mal de rendus différents et possibles. Et je trouve ça magnifique parce que c'est très proche en fait des films pellicules qu'on pouvait voir avant dans les westerns, dans tout un tas de choses. Et c'est hyper cool d'avoir ce genre d'option parce que c'est vrai que quand on filme avec une caméra très digitale, on se retrouve vite à court de possibilités au niveau des films print emulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Denser, évidemment, c'est payant parce que avec toutes ces options, c'est pas possible d'avoir quelque chose de gratuit. Après, vous pouvez le faire vous-même, mais ça demande énormément d'expérience et de connaissances pour le faire soi-même. Ici, vous avez les différents prix. Ça, je vous laisserai regarder vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aux alentours de 200 € pour avoir Denser à vie. Donc, c'est un investissement. Mais en vrai, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes coloriste à temps plein ou même que vous êtes amené à faire de la colorimétrie assez régulièrement, 200 € pour l'avoir à vie, c'est pas énorme. Parce que ça va vous permettre d'avoir énormément d'options et énormément de possibilités différentes par rapport à ce que vous êtes amené à faire habituellement. Une fois qu'on est dans DaVinci, on va prendre Denser dans COFX, donc directement ici, je vais taper Denser. Voilà, vous avez les différentes options. Moi, je l'ai déjà mis ici. Hop, tac. Et vous allez avoir ces différentes fenêtres qui vont s'ouvrir, qui seront toutes ouvertes en fait. Voilà, mais moi, je préfère les fermer pour expliciter chaque fenêtre l'une après l'autre. On va pas passer non plus trop de temps à tout expliciter tous les boutons parce que même moi il y a certains boutons je sais pas exactement à quoi ça revient, à quoi ça sert, mais on va essayer de délayer le principal pour que vous puissiez l'utiliser si jamais vous ne savez pas l'utiliser, que vous puissiez l'utiliser directement après cette vidéo. Vous allez avoir votre image telle qu'elle est. Voilà, donc là moi j'ai mon image et cette image c'est une image qui vient d'un Sony Alpha 7S III et qui du coup a été filmée en S-Log3 S-Gamut 3. Donc j'ai les infos de ma caméra. Ce qu'il faut savoir c'est que Denser dans un premier temps vous pouvez l'utiliser qu'importe l'espace colorimétrique que vous paramétrez dans DaVinci. Si vous utilisez DaVinci Wide Gamut, vous pourrez utiliser Denser à l'intérieur du sandwich ou à l'extérieur. Vous pourrez utiliser Denser sur n'importe quelle caméra, sur du Sony, Blackmagic, Red, Arri, etc. Et vous pourrez utiliser Denser à partir d'une image qui est en Rec 709. Donc ça couvre à peu près tous les espaces colorimétriques que vous êtes amené à gérer dans votre colorimétrie. Donc je vais aller dans Denser. Je vais mettre mon Denser et à partir de là, comme vous pouvez le voir, on va tout enlever, comme ça il n'y aura pas de surprise. Tac, 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 tac. Print, voilà, linéaire. Voilà. Film et je vais disable. Voilà, donc pour le moment, rien n'est appliqué sur mon image. Donc si je supprime Denser par exemple là, vous voyez, rien ne se passe sur mon image. Absolument rien. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire pour que Denser prenne en compte votre image, vous allez aller dans la source et comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir paramétrer l'espace colorimétrique sur lequel vous êtes. Là, j'ai fait un nœud, un arbre très simple, donc je vais directement choisir la caméra sur laquelle j'ai tourné puisque j'ai ces infos. Je vais aller dans sélectionner ma caméra. Je sais que c'est du Sony,
de l'Alpha 7S3 et du S-Gamut 3 S-Log 3 au palier d'ISO le plus bas. Je vais donc sélectionner mon image et là, comme on peut voir, ça rétablit un Rec 709. Tout simplement, ça rétablit le Rec 709 de mon image. Donc l'image est basique, lambda, il n'y a rien de fou, il n'y a pas énormément de saturation, il n'y a pas de contraste, il n'y a vraiment rien. Donc ça rétablit l'image que le cadreur voyait lors du tournage. Voilà. Donc là, à partir de là, rien de fou, hein, rien de très fou. Une fois que j'ai paramétré mon entrée, je vais pouvoir aller dans le film print et activer cette option. C'est là où vous pouvez voir que le changement s'effectue, c'est que ça va créer un switch de couleur parce que vous allez choisir un print. Vous avez le choix parmi énormément de prints, énormément, normalement 63 comme je vous ai dit juste avant, c'est ce qu'on a vu sur le site, et vous avez énormément de possibilités. Moi personnellement, j'adore le Cinestill 800T, le Cinestill 50D et tout ce qui est Kodak Gold, Kodak Hectar. Tous les Kodak que vous avez ici sont super intéressants, les Vision 3 c'est un des trucs les plus connus. Donc vous avez le 200T, le 250, le 500T, le 50D, et ça va vous permettre de faire énormément de choses. Donc là, moi, je vais partir sur le Cinestill 800T, parce que je l'adore, je trouve que c'est celui qui est le mieux. Comme vous pouvez le voir ici, là, c'est sans le print, là, c'est avec le print. Une fois qu'on a choisi le film print qu'on veut, on va pouvoir descendre sur le print en lui-même, et ça, c'est le print de sortie, et là, vous allez pouvoir choisir les fameux Fujifilm 3513 ou Kodak 2383. Vous avez d'autres options que j'utilise que très rarement, mais vous avez quand même le Kodak Endura Glossy Paper, ça va vous donner un style particulier, et ici une sortie en Cineol Film Log où vous allez pouvoir justement choisir dans vos LUT ici le Kodak de 383, mais pour moi ça n'a pas trop d'intérêt dans le sens où je préfère directement aller dans le Kodak 2383 ici et avoir toutes mes possibilités directement ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça donne une image qui est vraiment très différente de ce qu'on avait juste avant. Et ça va push notre image directement et créer ce film print emulation. Donc parmi ces options là que vous avez de print, vous allez avoir différents petits boutons juste en dessous qui vont vous permettre de régler votre image. Vous allez avoir ici l'exposition, le contraste et les densités de couleurs. Voilà, la densité de couleurs. Ici, le target weight, ça va vous permettre de balancer les couleurs des hautes lumières. Donc si par exemple je fais ça, comme vous voyez sur l'image, ici, les hautes lumières deviennent chaudes. Si je fais ça, les hautes lumières deviennent froides. Donc après, c'est juste histoire d'avoir une teinte particulière dans les hautes lumières ou rétablir une balance des blancs correcte. Vous avez l'exposition, donc là par exemple je vais augmenter un tout petit peu mon exposition sans cramer. Quand on regarde sur les parades, faut pas que ça crame hein, évidemment. Donc je vais augmenter un peu mon exposition, pas trop non plus. Vous avez le contraste, donc ici on va regarder un petit peu ce qu'on a à l'image et on peut voir qu'on peut augmenter un tout petit peu le contraste, pas énormément mais un tout petit peu. Donc je vais le mettre à 2-3, voilà, comme ça c'est pas trop contrasté non plus. Et vous avez les densités de couleurs, et ça je trouve ça hyper intéressant parce que ça va augmenter la densité de vos couleurs, et on va surtout regarder au niveau de sa peau, c'est là où on va voir vraiment une différence. Si je pousse ce bouton, vous allez voir que sa peau elle prend une teinte vraiment plus dense, et ça rappelle tout de suite les films hollywoodiens, les films que vous avez l'habitude de regarder, parce qu'en général ils utilisent une densité de couleur qui fait très cinématographique. Donc si je le pousse au minimum, vous voyez, surtout sur son oreille, c'est surtout son oreille qu'on le voit, sur sa peau de ce côté là, on voit que la densité est extrêmement augmentée. Donc moi je vais l'augmenter un tout petit peu, et si on regarde les ballons ici et qu'on touche à la color density, on voit que la densité des couleurs est vachement prononcée. Et en fait, j'ai l'impression que cette densité des couleurs touche les couleurs primaires. Donc ça va être le rouge, le vert et le bleu. Moi, j'adore augmenter la densité des couleurs. Mais attention, ça n'augmente pas la saturation. Ça va augmenter la densité des couleurs. Donc ça n'augmente pas la saturation en elle-même. Il faut vraiment le prendre en compte. Ensuite, une fois que j'ai utilisé ce print, vous pouvez régler les couleurs telles que vous le sentez. Vous voyez, voilà, il y a juste à lire quoi. Vous pouvez choisir quelle couleur vous mettez en avant selon les différentes courbes que vous avez ici. Vous pouvez aussi les lier toutes ensemble.
en appuyant sur gang, et là à ce moment là ça colle tout ensemble. Personnellement j'utilise très rarement cette option parce que je préfère avoir un contrôle natif dans DaVinci ici directement dans mon nœud de saturation. Vous allez ensuite avoir le grain que vous pourrez ajouter sur votre image. On va bien zoomer sur l'image, comme ça on va bien voir la différence. Là vous n'avez pas de grain effectivement, et là vous avez du grain. Vous allez pouvoir choisir la taille de votre grain, si vous en voulez beaucoup ou pas. Vous allez pouvoir choisir la résolution de film. Ça, je sais pas exactement à quoi ça correspond. J'y ai jamais vraiment touché, mais bon, voilà, on va le laisser à 50%. Vous avez la quantité de grains dans les shadows, les midtones, les highlights. Moi, ce que j'aime faire, c'est en avoir partout uniformément. Si vous voulez du grain avec de la couleur, je préfère avoir du grain noir et blanc. Et ensuite, positive ou négative, ça va être la puissance entre guillemets du grain. Moi, ça touche surtout la puissance, comme vous pouvez le voir, surtout sur son visage ici. Si je mets positive, vous en aurez beaucoup moins. Si je mets négative, vous en aurez beaucoup plus. Moi, je préfère du positive, hein, évidemment, parce que c'est plus subtil et je trouve que ça rajoute un petit peu plus ce côté. On va dire que c'est un peu la différence entre du grain de 16 mm et du grain en 35 mm. Voilà. Là pour le coup ça ressemble plus à du 35 et si je mets en négative ça ressemble plus à du 16 mm. Voilà, donc je préfère le positive, même si en général dans mes colorimétries j'utilise jamais ce grain là, je vais directement dans le grain natif de DaVinci parce que j'ai plus de possibilités, effectivement. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné notre grain et que tout est bon jusque là, je vais pouvoir rajouter mon highlightation. Mon highlightation ça va être les bordures rouges que vous allez retrouver sur l'image, et notamment sur les endroits où il y a des highlights. Donc comme vous pouvez le voir ici, là on a une petite bordure rouge. Si je le désactive, elle disparaît. Je peux l'amplifier pour que vous ayez vraiment l'entièreté du truc et l'impact, etc. Voilà, je vais aller à un endroit où ça se voit un petit peu plus. Voilà, ici par exemple. Voilà, ici vous voyez, on voit le highlightation, on voit cette petite bordure rouge et ça rappelle énormément ce côté pellicule. C'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est que ça recrée cette émulation de pellicule. Si je le désactive, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Si je le réactive, boum, il y est directement. Donc là, le highlightation, ça va rajouter une étape de plus vers ce côté, on va dire, pellicule, que vous pouvez rechercher en utilisant ce plugin. Une fois que j'ai gérer mon highlightation, je vais aller dans mon bloom et là ça va être du coup ce petit glow que vous pouvez retrouver dans différents films, dans les films hollywoodiens, etc. et qui en général sont réglés par le filtrage sur l'objectif. Là pour le coup ça va être directement en post-production et c'est super intéressant parce que si vous voulez aucune impureté sur les objectifs que vous utilisez, parce que vous utilisez des objectifs hyper sharp, etc. vous pouvez filmer avec l'objectif tel quel sans filtre et une fois arrivé en post-production rajouter ce bloom. Donc là par exemple on va pareil zoomer pour que vous ayez un exemple très concret. Là le bloom n'est pas activé et là il est activé. Comme vous pouvez voir ça rajoute vraiment cet aspect très cinématographique et ça rajoute un peu cet aspect comme si on avait mis un Black Promist dessus ou un Promist tout court quoi. Voilà, donc sur l'image en elle-même ça rajoute quand même quelque chose de très intéressant. Là c'est désactivé du coup le bloom et là c'est activé. Donc ça rajoute vraiment ce côté un peu glowy et très cinématographique. Je trouve ça hyper intéressant. Une fois qu'on a bien fait notre bloom et qu'on est satisfait, vous allez avoir plusieurs options. Donc option de vignette. Donc là vous allez avoir deux options en dessous du vignettage. Ça va être le film brief et le gate weave. Ça va vous permettre d'avoir ce petit tremblement et cette respiration comme sur les pellicules. Parce que les pellicules à l'époque et même aujourd'hui ça avait tendance à trembler, surtout avec le 8 mm. Et ça me rappelle énormément cet effet justement, le film brief et le gate weave. J'utilise que très rarement. Mais bon, c'est intéressant dans certains cas si vraiment vous voulez avoir ce côté très pellicule. Ensuite, false color, ça va vous permettre d'avoir du coup de l'exposition, voir comment votre image est exposée. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça va vous permettre de gérer l'exposition telle qu'elle est. Et l'output, ça va être du coup le mode de blending, à quel point vous voulez que ce soit appliqué sur l'image ou pas. Voilà, en général moi je laisse toujours à 100%. Ici c'est l'image telle qu'elle est de base sans rien. Et ici c'est l'image avec Dancer qui est pris en compte. Avec Dancer vous pouvez aussi exporter des LUT. Et vous avez aussi
voilà, les options de qualité qui peuvent changer. J'ai jamais trop changé ça, j'utilise normal, fast, comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, donc là, tout Dancer a été explicité, toutes les petites options que vous avez ont été explicitées, et après, c'est à vous de choisir parmi les différentes options que vous pouvez retrouver là pour créer votre film look et votre film print emulation. Moi personnellement je mets toujours Dancer à la fin, là surtout que j'ai un arbre qui est très réduit. J'ai mis Dancer à la fin avec en entrée ma caméra, les infos de ma caméra, et je vais gérer l'exposition et toutes les autres petits paramètres dont j'ai le contrôle sur les nœuds d'avant. Donc là par exemple sur mon exposition, je vais déboucher un petit peu mes shadows, réduire un petit peu mes highlights et augmenter un petit peu mon exposition. Je fais ça avec les roues HDR parce que on va dire que c'est ce qui est le natif de DaVinci et c'est ce qui va le moins dégrader votre image. Il faut effectivement les paramétrer ici et choisir le color space dans lequel vous travaillez. Voilà. Donc moi, ça va me permettre d'avoir une exposition relativement sympa. Le contraste, je peux le gérer ici ou directement dans Dancer, bien sûr, dans le print. Voilà, donc là, le total contraste, je vais le mettre à 0 ici, parce que je préfère avoir le contrôle directement dans DaVinci. Donc là, je vais aller gérer mon contraste ici. Voilà. Et au niveau du contraste, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau de ma saturation, là je fais des réglages vraiment rapides et efficaces pour que vous ayez un résultat assez rapide. Au niveau de ma saturation, je vais venir les augmenter directement dans les roues HDR parce que je trouve que c'est hyper intéressant. J'aurais pu faire la méthode aussi du HSV en prenant l'espace colorimétrique, HSV, etc. Ou tout simplement la méthode ici avec la saturation. Moi je préfère les HDR, ça dépend de ce que les gens aiment. Voilà. Donc là je vais augmenter ma saturation jusqu'à ce que je sois satisfait. Et pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, en vrai, en quelques mouvements, j'atteins une colorimétrie qui est grave intéressante. Donc si par exemple, je fais CTRL D, voilà, ça, c'est l'image de base. C'est l'image avec laquelle je suis parti. Mon image de Sony Alpha 7S III, S-Log3, S-Gamut 3. Et j'applique mon Dancer, mon exposition, ma saturation, mon contraste et j'obtiens un look très pellicule, très beau je trouve, hein, avec un petit peu de grain, de la densité des couleurs, du halation, des choses vraiment hyper intéressantes et qui sont très difficiles à avoir par nous-mêmes et par des nœuds qu'on va devoir créer, etc. Là, vous avez un résultat vraiment très rapide et hyper efficace et qui vous rapproche énormément des film print emulation, enfin qui vous rapproche énormément de ce côté pellicule comme si vous aviez filmé avec un 16 ou un 35 mm quoi. C'est hyper intéressant. Voilà, le résultat très rapide, très efficace. Par exemple, si sur mon image, je trouve que là, les highlights, elles sont un peu trop poussées, je retourne dans mon exposition et je touche les hautes lumières ici, voilà. Et là, pour le coup, vous voyez, on retrouve très rapidement une image qui est vraiment soft, vraiment belle, avec de la densité des couleurs, sa peau, elle est nickel, elle est là où elle doit être. Tout est parfait en fait, tout est parfait et très rapidement. Et c'est hyper intéressant. Sans Dancer, je sais pas si j'y serais arrivé aussi vite. Et surtout, j'aurais dû utiliser des techniques qui seraient peut-être un petit peu destructives. Par exemple, peut-être pour sa peau, j'aurais peut-être dû aller directement dans mes courbes, aller dans mes UVS-SAT ou mes UVS-LUM et aller sélectionner sa peau ici et descendre ici et ça aurait du coup détruit l'image, et ça aurait peut-être ingéré du grain dans l'image. Ça aurait peut-être détruit entre guillemets cet équilibre qu'on peut retrouver avec Dancer là. Voilà. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et qu'elle vous aura donné envie d'essayer Dancer parce que ça va vous permettre de toucher des colorimétries que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ou d'essayer des nouvelles techniques que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser. Après, c'est vraiment un parti pris parce que c'est
un pur film print emulation, vous n'aurez pas d'autres possibilités. Ceci dit, vous pourrez peut-être toujours utiliser les prints sans utiliser le grain, le halation, etc. et vous ouvrir d'autres possibilités dans vos colorimétries. C'est là où c'est hyper intéressant. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.